Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes au studio d'Africa News Multimédia TV, ce soir à l'émission de dialogue panafricain. Nous avons à l'ordre du jour aujourd'hui la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire avec une actualité politique très riche. Nous avons également la RDC. La RDC avec l'élection du nouveau président Félix Tshisekedi. Nous allons également parler de la CPI au plan international où se déroulent actuellement des feuilletons surréalistes sur le cas CPI contre le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Et enfin, nous parlerons de la Centrafrique. La Centrafrique où actuellement il y a un dialogue entre les différents groupes, les 14 groupes armés qui ont été conviés à une rencontre au Soudan pour parler de paix et de réconciliation. Bonsoir encore une fois. Nous sommes à notre première émission de dialogue panafricain pour l'année 2019. Et je voudrais donc en profiter avec mon collègue et frère de tous les jours, Simao, pour vous souhaiter la bonne année 2019. Une année de victoire, une année de réussite, une année de santé, de prospérité dans tout ce que vous allez entreprendre. Que le continent africain connaisse la paix, que les Africains connaissent l'unité, que le mouvement panafricaniste aille de l'avant, que la France-Afrique prenne du plomb dans l'aile et que l'unité des Africains, la solidarité entre les Africains prenne de plus en plus du poids de la bête. Nous vous souhaitons tout le bonheur africain d'ici, africain d'ailleurs, tous nos frères et sœurs qui nous font l'amitié de vivre sur notre continent africain, vous êtes la bienvenue. L'Afrique en 2019 sera une Afrique de paix, de réussite, de succès. Sur ce, chers confrères, nous voici aujourd'hui à Dialogue panafricain avec ces différents sujets. Pour commencer, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs qui, depuis quelques semaines, ne vous ont pas vu à Dialogue panafricain? Nous allons commencer par souhaiter nos vœux les meilleurs à nos téléspectateurs. C'est notre rentrée depuis le début de cette année. Et je pense que ça fait bien de pouvoir retrouver tous ceux qui se sont habitués aux émissions de Africa News Multimédia et qui ont été sevrés pendant quelques semaines. Bon, nous reprenons de bons pieds pour que vive l'Afrique et pour que le combat panafricanisme puisse continuer et atteindre tous les objectifs escomptés. Sur ce, nous n'allons pas tarder. Nous allons commencer par le premier sujet, qui est la situation du cas du président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, à la CPI. Le 16 janvier dernier, ils ont été acquittés avec décision du collège de juges de les libérer immédiatement. Et suite à cela, la procureure a instruit la Cour de garder ces prisonniers parce qu'elle n'avait pas encore fait son appel et que pour des raisons que seule la CPI sait, la CPI a accédé à cette demande. Aujourd'hui, nous attendons tous le 1er février pour que la Chambre puisse décider si le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé seront libérés temporairement ou bien définitivement avant que nous ne puissions voir un peu plus clair dans ça. Quelle est votre réaction face à tout ce remue-ménage et cet imbroglio, dirais-je? Nous sommes dans un feuilleton qui a connu plusieurs épisodes et qui est en train de tirer à sa fin. La CPI, on se rappelle, il y a quelques années en arrière, était dans une dynamique qui n'est pas celle que nous avons connue le 16 janvier. Nous pouvons dire que les lignes ont beaucoup bougé, que les choses se passent bien. Nous sommes impatients de voir hors de la CPI le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, qui sont des détenus, j'ai entendu tout à l'heure prisonniers, ce sont des détenus présumés innocents et qui du reste ont été acquittés avec pour effet immédiat, je veux dire, d'être libérés. Nous avons, après avoir manifesté notre joie, été rattrapés par la procureure qui décidément ne veut pas lâcher du reste, décidément se bat pour maintenir la situation en l'état, mais nous savons que après
autant d'années d'instruction, avec 45 témoins qui ont défilé sans preuve. Avec, 88 témoins. Alors, donc 88 témoins qui ont défilé sans preuve, avec la décision à l'unanimité des juges d'acquitter le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Nous pensons que nous avons fait un bond significatif vers la levée du jour, vers je veux dire la sortie de cette situation, vers la fin de cette situation. Et je dirais, nous sommes, je veux dire, déjà à la fin de ce long processus. Pour moi, il s'agit de petits remue-ménages, il s'agit d'une petite zone de turbulence que, je veux dire, ces dignes résistants africains sont en train de traverser, mais je veux dire, le plus dur et le plus difficile est déjà passé. Il est loin derrière nous. Oui, ben, pour vous emboîter le pas, je voudrais sincèrement dire aux Africains d'ici et d'ailleurs, d'Europe et d'Afrique, pour dire que le résultat du procès qui a abouti à l'acquittement du président Laurent Gbagbo est leur victoire. Nous le savons tous, c'est un procès politique de premier ordre. C'est un procès politique parce que la CPI elle-même est une cour politique, une cour de coercition contre les dirigeants dignes de l'Afrique. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec le feuilleton du président Laurent Gbagbo des scénarios et des épisodes surréalistes. Mais je voudrais profiter pour remercier et féliciter les Africains. Parce que pour arriver aujourd'hui à un acquittement et à un ordre du juge de libérer immédiatement les otages, parce que c'est le mot qu'il convient de dire, d'utiliser, il a fallu des années de persévérance, de lutte, de combat, de communication, de marche et je ne sais quoi encore. Aujourd'hui, ce résultat-là n'est pas seulement un résultat du travail que des avocats ou bien du travail que des otages eux-mêmes, mais c'est un travail d'ensemble. Parce qu'aujourd'hui, l'humanité sait que ce qui se passe à la CPI est inadmissible. L'humanité sait qu'il y avait en Côte d'Ivoire un président africain qui était en train de défendre son peuple, la dignité de la Côte d'Ivoire, la souveraineté de la Côte d'Ivoire, et qui a été frustré de sa victoire. Aujourd'hui, l'humanité sait que ce monsieur qui est parti, qui a été jeté en prison à la CPI comme un malpropre, aujourd'hui a été blanchi par la même CPI. Bravo à vous tous et que cette lutte continue. Ce n'est pas le moment de se décourager, ce n'est pas le moment de perdre le nerf, ce n'est pas le moment de perdre son calme. Au contraire, la victoire vient vers nous. Mais il faut que nous courions toujours vers cette victoire, en ne lâchant rien, en continuant la pression, en continuant de dire à la CPI que nous voulons rien que le droit, que nous savons désormais que Sarkozy a fait le forfait de coup d'État contre le président Laurent Gbagbo et qu'il y a eu en Côte d'Ivoire des milliers de morts dans le génocide qui est aujourd'hui établi, mais pour lequel la CPI ne dit encore rien. Donc si la CPI cherche des éléments où elle peut avoir des preuves, c'est bel et bien là. Donc nous invitons donc la communauté internationale, les Africains, les combattants et les militants des droits de l'homme à suivre ce procès jusqu'au bout. Parce que nous attendons la libération du président Laurent Gbagbo, mais nous attendons la justice pour toutes les victimes. Parce qu'effectivement, si Laurent Gbagbo n'est pas l'auteur, c'est qu'il y a des auteurs quelque part. Et la justice peut continuer, en Afrique comme partout ailleurs. Sur ce, chers frères, nous avons l'occasion de vous demander quel est votre dernier mot sur ce sujet. Parce que aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Nous sommes à la veille du 1er février, où beaucoup de choses sont en train d'être dites de part et d'autre. Il y a des pessimistes, il y a des gens qui sont sur le nerf, il y a certains qui dénoncent déjà l'implication du régime d'Abidjan. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour clore ce premier point? Moi, je pense, contrairement à beaucoup d'analyses que j'ai lues ici et là, que la situation est sous contrôle et que les combattants ivoiriens, les résistants africains doivent plus que jamais garder leur calme. Je vois dans cette décision, je veux dire, une sorte de piège tendu, je veux dire, aux militants du Front populaire ivoirien en particulier,
et aux Ivoiriens résistants en général. Il y a eu, avant le 16 janvier, une nouvelle qui avait échappé à la CPI. Il s'était agi en son temps de la libération provisoire. Et en son temps, on avait dit que c'était sur le mur de la vice-présidente du Front populaire ivoirien, Mme Simone Veil Gbagbo, que l'annonce avait été faite de ce que le président était en voie d'être libéré ou était libéré. Et ça donnait suite à une manifestation gigantesque en Côte d'Ivoire, et puis après, un silence radio. Aujourd'hui, après le prononcé des juges d'acquitter le président Laurent Gbagbo, il est encore, je veux dire, mis à la face du monde entier une autre intrigue. Et la réaction recherchée pourrait être, pour moi, selon mon analyse, que le fait qu'on dise que le président Laurent Gbagbo est acquitté avec effet immédiat et que dans les faits, on ne voit pas le président sortir, que cela aurait suscité, je veux dire, un débordement en Côte d'Ivoire, aurait suscité des manifestations, aurait souhaité un soulèvement populaire. Et peut-être que des gens attendaient ça. Pour moi, c'était une sorte de traquenard. Les gens attendaient que des Ivoiriens se manifestent et puis peut-être sortent, manifestent leur colère, cassent. Et qu'on dise justement, voici les partisans du président Laurent Gbagbo, alors qu'il n'est même pas encore sorti de la CPI, en train de manifester, en train de casser, en train de violenter. Peut-être que c'était l'effet recherché. Mais je pense que la grande maîtrise, je veux dire, de tous les militants, peut-être aussi l'effet, je veux dire, de surprise de certains, a favorisé, je veux dire, cette attitude qui fait que il n'y a pas eu débordement, il n'y a pas eu violence, il n'y a pas eu de casse, les gens sont restés maîtrisés et puis tout le monde attend le 1er février. Je pense que c'est la voie à suivre. Il n'y a pas à paniquer outre mesure parce que nous sommes tous convaincus de la vacuité de ce dossier. Il est creux, il a été une instrumentalisation, il a été une parodie de justice, il a été tout sauf du droit. Et forcément, je veux dire, cette machination allait sauter, allait être mise à nu. Aujourd'hui, nous sommes au bout d'un processus où il n'y a plus rien à démontrer. Et la procureure, si elle veut s'entêter, va se casser la figure. Je pense qu'elle cherche à grignoter un peu de temps, peut-être pour maintenir la faveur de notre prononcé qui parlerait peut-être de liberté provisoire, le président en dehors de la Côte d'Ivoire. Mais nous pensons que tout a été fait, tout a été démontré. Et que inéluctablement, inexorablement, le président Laurent Gbagbo rentrera chez lui pour occuper la place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Merci. Sur ce, on ne peut que souhaiter que le 1er février prochain, une décision sage sortira de la Cour, parce que la place d'un acquitté, c'est véritablement hors de la prison. Donc, le président Laurent Gbagbo sera dehors. Et la lutte des Africains continuera parce que nous ne sommes qu'au plein milieu de ce combat. Après la libération, il y aura la libération de la Côte d'Ivoire, il y aura la libération de l'Afrique, il y aura tous les autres pays, tous les autres peuples qui sont en lutte. Les réalités même du peuple ivoirien sont encore intactes. Donc la première des choses vers laquelle nous partons en Côte d'Ivoire, c'est la réconciliation, dont nous parlerons après. Donc sur ce, mesdames et messieurs, nous partons pour notre deuxième sujet. Le deuxième sujet que je vais immédiatement introduire, c'est la situation en République démocratique du Congo, où récemment il y a eu des élections en décembre. Et à la suite de ces élections, le président Tshisekedi, Félix Tshisekedi, vient d'être déclaré vainqueur. Mais avant qu'il ne prête serment ce jeudi 24 janvier, il y a eu beaucoup de péripéties. Il y a eu d'abord le résultat provisoire et ensuite l'Union africaine qui a tenté d'interférer. La France qui n'a pas d'abord reconnu le président élu. Et puis, patatras, on voit qu'en fin de compte, la Cour constitutionnelle congolaise a décidé sagement de suivre son processus sans tenir compte des freins que l'Union européenne et même l'Union africaine voulaient mettre à ce processus. Et ils ont déclaré le président Félix Tshisekedi élu. Et pas plus tard qu'hier, le président élu a prêté serment
a prêté serment avec l'approbation et la présence vraiment dans la fierté, dans la dignité du président sortant Joseph Kabila, ce qui était une grande première pour la RDC. Et c'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons, avant de vous dire, de vous prononcer là-dessus, dire bravo aux Congolais, dire bravo aux Africains, parce que on peut penser que c'est aussi facile, mais non, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de pièges, mais les Congolais en sont sortis dignes. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi vient de prendre le pouvoir pour le bonheur des Congolais. Chers frères, à Dialogue panafricain, nous pensons que cette joie est peut-être partagée par nous tous, n'est-ce pas? Absolument. Africa News Multimédia est une chaîne panafricaine, est une chaîne de résistance, est une chaîne de combat. Et moi, mon premier propos, c'est d'abord de dire merci, je veux dire à celui qui est le père, l'âme, la conscience du Congo. Je pense à Patrice Emery Lumumba. Je pense qu'il a semé une graine qui a pris du temps à germer, à pousser, et dont les Congolais sont en train de récolter, je veux dire, le fruit aujourd'hui. Il lui fallu que cet homme existât et qu'il pensât à un moment donné à la souveraineté, au nationalisme, à dire non, je veux dire, à la Belgique. Il est parti de manière tragique, mais hier, je pense que les Congolais se sont réjouis, se sont retrouvés dans la peau, je veux dire, des enfants du pays, parce que pendant longtemps, ce pays a été un pays dans lequel ils ont végété, un pays dans lequel ils ont passé du travail qui ne leur appartenait pas. Ils reprennent possession de leur pays. Je retiens deux choses. Donc, hommage à Lumumba, mais aussi hommage au père de celui qui a prêté serment hier, qui a cru en la démocratie. Oui. Il a cru en la démocratie. Ça fait penser à des résistants comme Nelson Mandela, ça fait penser à des personnes comme Laurent Gbagbo, surtout, qui ont cru en la démocratie, qui ont cru aux vertus de la démocratie, aux vertus de la parole, qui ont été convaincus que la démocratie pouvait payer. Tshisekedi père est resté longtemps. Et peut-être que, comme on en voit dans certains pays, il aurait eu peut-être la facilité de chercher à prendre des armes, c'est pas ce qui n'existait pas, à former une rébellion, c'est pas ce qui ne lui avait pas été conseillé, mais il est resté dans la ligne, je veux dire, défendre un projet de société, il a cru à ce combat. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais bon, hier, nous pensons qu'à travers le fils, c'était le père qui était là, donc victoire au peuple congolais, victoire à la démocratie, victoire à la résistance tout simplement. Nous sommes très heureux de savoir que ce pays va retrouver, je veux dire, toutes ses ressources, en commençant par le capital humain. Tous les enfants vont se retrouver pour essayer de bâtir cette nation qui fera beaucoup de bien, non seulement à l'Afrique centrale, mais à toute l'Afrique, au regard de ses richesses immenses, au regard de ses potentialités immenses et au regard de ce qu'elle pourrait être un pays phare pour le développement et l'industrialisation de l'Afrique. Oui, à ta suite, je voulais ajouter ces deux points. Dans ce processus, en RDC, nous avons constaté que le candidat malheureux Martin Fayoulou a déclaré à un moment donné qu'il était le président élu au mépris de la décision des institutions. Je crois que c'est un dérapage, mais qui ne va pas prospérer, qui ne va pas durer longtemps. Nous sommes tous les Africains, nous savons que notre continent a assez souffert, particulièrement ce grand pays. La RDC a assez souffert des marchands d'armes. Ils sont là-bas. Tout le monde sait que c'est un pays qui souffre de sa richesse. C'est un pays qui souffre de l'or, du diamant, du cobalt, du manganèse et toutes les autres richesses minières et minéralières naturelles qui sont dans ce pays. Aujourd'hui, il est arrivé temps pour que les enfants du Congo, les enfants de Mobutu, les enfants de Lumumba, les enfants de Kabila, père, eux tous se réunissent et s'unissent autour de ce pays pour lui apporter la paix. Parce que ce n'était pas donné. Nous savons qu'aucun processus aujourd'hui ne peut être parfait, surtout que c'est des œuvres humaines. Mais nous allons à la perfection pas à pas. Nous voudrons donc ici inviter à rentrer dans les rangs afin que ce pays connaisse la paix.
Enfin, je voudrais rendre hommage à Joseph Kabila, que je pense est aussi le père de cette alternance. Il nous a surpris tous. À un moment donné, jusqu'à très très récemment, on ne savait pas s'il allait garder le pouvoir ou bien s'il allait se présenter. Mais il a tenu parole à la surprise générale. Il a favorisé la naissance de cette alternance. Et nous voudrons donc ici lui rendre hommage, le féliciter. Et pendant son discours d'investiture, le nouveau président ne l'a pas oublié. Ils étaient d'ailleurs assis côte à côte. Ils étaient joyeux de se retrouver. Et Joseph Kabila est un exemple. Et je souhaite que cet exemple serve à beaucoup en Afrique, à beaucoup de présidents qui savent que leur pays souffre, ou bien qui savent qu'ils ne sont pas aimés, mais qui continuent de s'aimer ou bien de favoriser le désordre. Donc la démocratie naissante dans ce pays est l'œuvre aussi de Joseph Kabila que je voudrais donc saluer. Enfin, je ne veux pas tarder parce que le temps qui nous est imparti est très court. Nous allons donc arriver à la conclusion. Quelle est votre conclusion aujourd'hui sur ce point de la RDC? Il est difficile de saluer les acteurs en présence sans penser à leur père. En parlant de Joseph Kabila, il faut penser à celui qui fut son père et qui a joué un rôle déterminant aussi dans cette marche de l'histoire de ce pays. Je voulais aussi dire que beaucoup ont misé sur l'échec de ce processus électoral. Beaucoup ont pensé que jamais Kabila ne passerait la main. Beaucoup ont pensé que ça allait être encore une histoire comme on en a l'habitude de voir. Mais il faut saluer le peuple congolais, saluer la démocratie, surtout ce président qu'on a pris pour un jeune maquisard et qui serait retourné de toutes les manières aux armes pour mettre le Congo à feu et à sang. Il a démontré son nationalisme parce que refuser que les organisations internationales, que les pays occidentaux contribuent au financement du processus électoral, c'était une attitude de responsabilité, c'était une attitude de souveraineté. Et ça, il faut le saluer. Et il faut que les États africains puissent regarder ce qui a été fait, et ce qui a été fait simplement. On peut, avec les moyens que nous avons, le peu de moyens que nous avons, organiser nos élections dans nos pays, en nous débarrassant de tout ce Bataclan d'observateurs internationaux qui arrivent et qui à la fin sont ceux qui, je veux dire, mélangent les cartes. Au Congo, ils ont été gentiment repoussés, les élections ont eu lieu, il y a eu quelques remue-ménages, mais ce pays est sorti par le haut. Vous avez parlé de Martin Fayulu tout à l'heure, je pense que s'il pense qu'il a vraiment gagné les élections, en tant que démocrate, en tant que légaliste, la Cour constitutionnelle de son pays s'est prononcée. Il n'a qu'à miser sur le long terme. Il y a des présidents qui, je veux dire, sont allés à la conquête du pouvoir pendant des années, sont allés à des élections à plusieurs reprises avant finalement de le remporter. Il saurait s'inscrire lui aussi dans la durée pour qu'on puisse, je veux dire, passer cette étape des élections sous haut risque en Afrique. Chers panafricains, chères panafricaines, nous sommes maintenant sur le troisième volet de notre émission de ce soir, c'est la Centrafrique. La République centrafricaine qui est en crise depuis maintenant presque 2 décennies, où des groupes armés... Qui n'est pas de plus. Ouais, parce que depuis Barthélemy Boganda, la Centrafrique est en crise. La France-Afrique, pour ne pas dire la France, n'a jamais laissé ce pays en paix. Nous partons de crise en crise. Aujourd'hui, près de 80% du territoire de ce beau pays, grand pays, est occupé par des bandes armées. De toutes formes et de toutes tailles. Aujourd'hui, après une transition bien réussie par Catherine Samba Panza, la Centrafrique s'est dotée d'un pouvoir démocratiquement élu, dirigé par Archange Touadéra.
Et il fait de toutes ses forces, de toutes ses volontés. Et comme on le sait, la Centrafrique est aussi otage de la France-Afrique et de bien d'autres intérêts extérieurs qui se battent. Jusqu'à ce que ces derniers mois, nous voyons la Russie venir au secours, signer un traité, un accord de défense avec la Centrafrique pour l'aider à se remettre sur pied. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'armée de ce pays a été suspendue par l'ONU pendant de nombreuses années, de sorte que c'est seulement les forces étrangères qui étaient chargées de mettre l'ordre et la discipline dans ce pays. Mais on ne peut pas faire le bonheur de quelqu'un sans lui. Donc depuis un moment, les forces armées, les FACA, forces armées centrafricaines, sont en train d'être réhabilitées et d'être dotées d'infrastructures et de moyens conséquents pour assurer la sécurité du pays. Et donc actuellement, sous l'égide de l'Union africaine, les 14 groupes armés de Centrafrique sont en plein débat pour tomber d'accord sur un minimum pour pouvoir préparer vraiment le dialogue national et pour arriver à un désarmement beaucoup plus inclusif. Et aujourd'hui, nous voulons donc profiter de cette situation pour dire aux Africains que l'initiative qui est en train de se dérouler actuellement au Soudan, sous l'égide de l'ONU, de l'Union africaine, est une initiative à encourager. Et il faut encourager parce qu'ils seront là-bas jusqu'en début février, vraiment pour que chacun puisse donner un peu de sien, pour que chacun puisse faire un peu de sacrifice, pour préparer la paix, la réconciliation et la sortie des crises en Centrafrique, par un désarmement réussi. Donc, ce n'est pas un débat, ce n'est pas une discussion, mais nous avons à apprécier une initiative, parce que ce pays a assez souffert, je dirais. Je crois qu'il faut saluer aussi l'Union africaine, il faut saluer ses performances, même si elles ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes. Nous pensons qu'il y a du travail qui se fait bien. Aujourd'hui, tous les acteurs centrafricains se retrouvent hors du pays, mais je ne dis pas trop loin quand même, et ils sont en train de débattre de l'avenir de ce pays. Je crois que le président Bozizé, qui n'avait pas été associé à cette démarche, a lui-même manifesté la volonté de se retrouver à ses assises. Et je pense que l'Union africaine va en tenir compte. Ce qu'il est important de dire, c'est que l'Afrique se construit. L'Afrique se construit à petits pas, mais se construit sûrement. Cette initiative est une très belle initiative. Si nous étions il y a une décennie, il y a quelques années en arrière, je ne suis pas sûr que l'attitude de l'Union africaine aurait été la même qu'elle a été il y a quelques jours au Congo. Vous savez qu'au Congo, c'était pratiquement une injonction qu'on donnait de recompter. L'Église catholique s'était mise dans la danse, les partenaires s'étaient mis dans la danse. L'Union européenne appelait, je veux dire, une suspension du processus, une reprise du processus. L'Union africaine s'apprêtait à partir là-bas au moment où la Cour constitutionnelle lui a coupé l'herbe sous les pieds. Mais avant, c'est rentré dans un bras de fer inutile, n'est-ce pas? Alors, donc, je crois que cette organisation est en train de gagner petitement ses marques de noblesse. Elle saura conduire le dialogue inter-centrafricain pour que, justement, les enfants de ce pays puissent se donner des moyens, comme ceux à quoi nous avons assisté au Congo il y a quelques jours, puissent se donner les moyens, donc, de trouver le remède dans leurs mots et de pouvoir sortir par la bonne porte. Évidemment, pour vraiment conclure sur ce point, je voudrais lancer un appel solennel et chaleureux à nos frères anti-Balaka de la Centrafrique, Seleka, du groupe Révolution Justice et des autres groupes qui ont participé et qui participent à ces assises, pour leur dire que c'est l'Afrique qui les regarde, pour leur dire qu'ils ne sont pas seuls. La situation qui se passe dans notre pays, la Centrafrique, n'est pas une situation isolée. La douleur du peuple centrafricain est partagée par tous les Africains. Parce que si ce n'est pas le Mali, c'est le Burkina. Si ce n'est pas le Burkina, c'est le Soudan, ou bien le Soudan du Sud, ou bien c'est le Nigeria, ou bien c'est, comment on appelle ça, le Niger,
où aujourd'hui notre continent est devenu un champ pour les vendeurs d'armes, pour les terroristes. Donc, c'est dans un élan panafricaniste, c'est dans un élan vraiment unitaire que les Africains aujourd'hui sont en train d'unir leurs forces, leur esprit, leurs prières pour que la Centrafrique retrouve la paix. Parce que c'est seulement dans la paix qu'on peut penser au développement. Tant qu'on n'a pas eu ce préalable, on ne peut rien construire. Et il faut avoir été à Bangui, il faut avoir été en Centrafrique pour savoir le mal que la France-Afrique, le mal que l'occupation de ce pays a fait passer. Ce pays aussi est un pays très riche, très très riche. La Centrafrique ne peut pas être un pays pauvre. La Centrafrique n'est pas différente de la RDC. C'est deux pays frontaliers. On reste à Bangui et on voit à 200 mètres la RDC. C'est seulement le fleuve Ubangui, Chari qui sépare les deux pays. Donc, notre pays, l'Afrique, souffre. Les différents États que nous constituons sont des quartiers ou bien des régions de cette grande Afrique. Et tant que nos différentes régions n'ont pas connu la paix, aucun Africain n'aura la paix. Donc nous prions que ces assises en Centrafrique, au Soudan portent fruit et que cela apporte la paix en Centrafrique pour le bonheur de tous les Africains. Mesdames et messieurs, sur ce, nous arrivons à notre point, notre dernier point qui est sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, depuis quelques mois, nous avons traité généralement la situation de crise que vit la Côte d'Ivoire, mais ces dernières semaines, beaucoup de choses s'accélèrent. Il y a le congrès du RHDP, c'est-à-dire le RDR bis de M. Alassane Dramane Ouattara, parce que désormais, ce regroupement de partis politiques que voulait faire Alassane Ouattara a perdu sa moitié, qui est le PDCI. Aujourd'hui, le PDCI s'est retiré de ce regroupement politique. Aujourd'hui, nous constatons que c'est Sorodium qui est le bras armé de M. Alassane Ouattara qui s'en est extirpé poliment et doucement. Aujourd'hui, nous constatons qu'en Côte d'Ivoire, c'est l'annonce de la libération du président Gbagbo qui a apporté du baume au cœur, vraiment une effervescence extraordinaire. Que ce soit les militaires, les civils, du nord au sud, on a vu que c'était une grande joie, l'annonce de la libération de Laurent Gbagbo qui a coupé court. Mais, tout le monde le dit, les jours à venir pour la Côte d'Ivoire semblent ne pas être faciles, ne pas être bons. Parce qu'effectivement, les contestations ne sont pas encore exacerbées au vu au-dessus de tout le monde, mais en ce qui concerne les déchirures en interne par rapport au parti au pouvoir, les déchirures qui sont causées par le manque de réconciliation, la réconciliation qui a été un échec pour le pouvoir Alassane Ouattara, et surtout que ces derniers jours, on apprend que Alassane Ouattara, qui avait promis ne pas se présenter une troisième fois, est en train de montrer les pas et les puzzles pour dire qu'il sera candidat. Donc aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est dans une situation d'imbroglio, dans une situation d'incertitude. Et c'est pourquoi je voudrais me tourner vers mon confrère pour dire que en ce début d'année 2019, la Côte d'Ivoire, dit-on, est à un tournant très décisif. Quel est votre regard sur ce pays de l'Afrique de l'Ouest? La Côte d'Ivoire, non seulement à travers ce qui se passe à la CPI, mais au regard de ce qui se passe, je veux dire, à l'interne, va occuper, et je pense, pendant encore un bon moment, la une des journaux, sera sous la rampe, sous le feu de la rampe, parce que, justement, le pouvoir en Côte d'Ivoire a démontré suffisamment que l'option prise n'est pas l'option de la réconciliation. Le président, décidément, s'entête, il fonce tête baissée. Je veux dire, contrairement à tout ce qu'on peut attendre d'un régime qui a la destinée d'un peuple en main. Le RHDP unifié a volé en éclats, parce que celui qui faisait le véritable tandem dans cette nouvelle trouvaille, c'était
le président Bédié, mais qui a vite fait de dénoncer, je veux dire, ce regroupement politique. Il a pris ses quartiers à Daoukro, il s'est carrément retiré. Il y a eu la saignée au sein de ce parti par rapport aux cadres qui sont restés malgré tout attachés au gouvernement, à leur poste. Il y a eu donc tout un tas de remue-ménage pour dire que la Côte d'Ivoire est en train d'aller vers une situation qui, moi, ne m'inquiète pas trop, parce que pour sortir de tout ce qu'il y a eu comme méli-mélo, pour sortir de tout ce qu'il y a eu comme mensonge, comme rafistolage, de tout ce qu'il y a eu comme incompétence à diriger et à gouverner un peuple, il y a forcément le temps de la désillusion, et ça va se faire pas forcément en douceur, ça va se faire en éclat. Beaucoup ont misé gros sur le RDR, beaucoup ont misé gros sur Ouattara à l'interne comme à l'externe, et sont en train de se rendre compte que ils ont été floués, on leur a vendu du vent. Alassane Ouattara lui-même se dit je joue quitte au double, je joue mon va-tout. Cet homme, nous l'avons regardé évoluer sur la scène politique, et nous pensons que la sagesse n'a jamais été l'une de ses options. Il a toujours foncé tête baissée, il a toujours voulu avoir, quelles que soient les méthodes utilisées, les résultats. Et ça pouvait passer par des affrontements, par de la violence verbale, ça pouvait passer par la rébellion, ça pouvait passer par la liquidation sommaire des Ivoiriens, ça pouvait passer par les bains de sang. Alassane Dramane Ouattara a toujours foncé conformément à sa logique, et cette fois-ci, il veut se donner les moyens d'aller à un troisième mandat. On a appris que le président de l'Assemblée nationale, lui aussi était un teneur du RHDP unifié, et ne sera pas probablement à ce grand rassemblement de demain, mais depuis longtemps, il a commencé aussi, je veux dire, à prendre ses distances vis-à-vis du RDR. La situation donc est une situation qui va aller dans tous les sens, Nous sommes à la fin d'un régime en Côte d'Ivoire, et quand on a la tête de, je veux dire, d'un régime qui est en train d'aller vers son crépuscule, quelqu'un de sage, les transitions se font en douceur. Quand on a la tête d'une telle situation, quelqu'un qui est obstiné, qui fonce tête baissée, comme un taureau dans le mur, ça va éclater, on aura des grabuges, ce sera dommage pour ce pays, mais si c'est par là que, je veux dire, le destin les conduit, on priera pour que ce soit, je veux dire, moins violent, que ce soit avec moins de déflagration, parce que de toute façon, ce pays est à reconstruire. Et c'est pour cela que nous en appelons toujours à celui qui peut être l'incarnation de l'unité nationale, à celui qui peut réconcilier les Ivoiriens. Et la Côte d'Ivoire le sait, Alassane Ouattara le sait, la France le sait, Sarkozy le sait, tous ceux qui ont détenu le président Laurent Gbagbo le savent, ils savent que c'est par lui seul, que peut venir l'apaisement véritable et la réconciliation totale de tous les Ivoiriens. Oui, je voudrais t'emboîter le pas pour dire que les rencontres du congrès du RHDP seront le point final de la rupture qui a commencé depuis déjà un bon moment entre Ouattara et les deux grands poids lourds de son camp qui est le RDR. Donc, des images que nous allons vous montrer sûrement, que vous verrez tout à l'heure, seront là pour le témoigner. Ce serait un RDR diminué, un RDR qui a perdu sa colonne vertébrale, parce que le PDCI n'étant plus là, Soro n'étant plus là, je crois qu'on peut dire que la messe est dite. De l'autre côté, la mobilisation le même jour à Daoukro par le PDCI autour du président Bédié est aussi un signal fort. Le fait aussi que Soro sorte du pays, la veille de cette rencontre est aussi un signal fort. Et donc, comme tu le disais, la Côte d'Ivoire attend des jours meilleurs. Avant, on ne savait pas, personne ne pouvait présager que le président Laurent Gbagbo allait être acquitté avant cette date. Mais effectivement, nous constatons qu'il est acquitté. En ce qui concerne sa venue au pays, je pense que ce n'est qu'une question de temps. Le président Laurent Gbagbo reviendra au pouvoir. Et comme tu le disais, la misère que vivent les Ivoiriens,
la méfiance que vivent les Ivoiriens entre eux, la dislocation du tissu social, de la cohésion sociale, ne peuvent trouver de solution qu'à travers cet homme. Et c'est pourquoi nous sommes heureux de dire que le combat continue. Alassane Dramane Ouattara étant devenu l'ennemi commun, le plus grand diviseur commun des Ivoiriens, ne peut pas prétendre organiser encore des élections en 2020. C'est ce qui est le sentiment profond de tous les Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne peut, au vu de ce qui s'est passé au plateau, de ce qui s'est passé à Bassam, de ce qui s'est passé à Abidjan, de ce qui s'est passé dans toute l'étendue du territoire avec les dernières élections, accord entre eux, où il y a eu plus d'une dizaine de morts, avec les différentes contestations, Alassane Ouattara a fini de se discréditer au plan national et international. Et donc, nous attendons l'arrivée du président Laurent Gbagbo. Nous attendons en Côte d'Ivoire l'arrivée de la paix et de la réconciliation. Et ceci n'a d'autre vecteur que celui qui a été frustré et qui a été détenu pendant de nombreuses années et pourrait être aujourd'hui acquitté. Nous avons foi. Nous sommes sûrs que les Ivoiriens, qui sont un peuple de paix, sauront surmonter toutes ces difficultés pour rebâtir leur pays, pour rebondir et pour prendre leur place au sein d'une Afrique qui est en lutte pour sa souveraineté. Et c'est de cette souveraineté dont il s'agit, et autour de laquelle nous voulons inviter tous les Ivoiriens, tous les Africains, pour que vraiment ce combat de souveraineté et d'unité africaine puisse prévaloir dans la paix, dans la tranquillité et surtout sans les armes. Mesdames et messieurs, nous avons eu ce soir ce débat. Chers frères, vous avez le dernier mot pour boucler cette émission, pour donner un rendez-vous à nos téléspectateurs, pour dire que nous sommes à votre service. Africa News Multimédia est une chaîne pour le combat, est une chaîne pour l'unité, est une chaîne pour l'éveil des consciences, mais surtout pour la solidarité entre Africains. Nous sommes en train de faire notre petit bonhomme de chemin. Cette année 2019 sera une année encore de beaucoup de victoires. Donc, chers frères, je te donne le dernier mot, le micro, pour que tu puisses boucler cette émission, cette première émission de dialogue panafricain 2019. Je vais m'incruster dans le chemin que tu as ouvert. C'est la première émission de l'année. Nous continuons de présenter nos vœux et à la fin de ce petit dialogue panafricain que nous venons d'avoir, je voudrais avoir aussi une note de métaphysique et de spiritualité. Vous savez que l'Afrique, c'est quand même le continent berceau de l'humanité, mais berceau de la religion, berceau de la foi, berceau de la connexion avec tout ce qu'il y a comme entité supérieure. Et on ne peut que demander à Dieu de bénir les élans de l'Union africaine au Soudan, de consolider les petits pas que les Congolais sont en train de faire pour bâtir la grande nation qu'est le Congo, mais surtout aussi de se souvenir des Ivoiriens qui, en Côte d'Ivoire, comme partout dans la diaspora, dans la neige, dans le froid, se sont retrouvés depuis que ce procès s'est ouvert et ont soutenu le président Laurent Gbagbo, ont soutenu le ministre Charles Blé Goudé, et ils sont restés mobilisés. Les Africains aussi étaient de cette bataille. Je pense que nous allons concentrer nos énergies sur la Côte d'Ivoire pour souhaiter que tout ce qui s'agite maintenant et qui n'est pas dans l'ordre, je veux dire, de reconstruire ce pays, de le rebâtir, puisse s'estomper, puisse se retrouver, je veux dire, bloqué, freiné dans cet élan de destruction pour que les bâtisseurs de la Côte d'Ivoire reprennent ce pays pour en faire ce joyau et cette promesse d'unité et d'espérance pour l'Afrique. Merci, mesdames et messieurs, et à la prochaine. Bonsoir.